Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo assez spéciale. Aujourd'hui, on va revenir sur deux choses fondamentales. Déjà, vous savez qu'il y a une grande victoire du Barça 3-1 contre l'Atlético en semaine. Donc aujourd'hui, on va revenir sur les 4 enseignements à retenir de cette rencontre-là, plus le 11 idéal contre le Real Betis, parce que pour l'avant-match, il n'y aura pas grand chose à dire si ce n'est tirer les enseignements du match de l'Atlético Madrid. Donc, je vais faire cette vidéo en abordant ces deux thèmes-là, parler d'abord des enseignements du match contre l'Atlético Madrid, puis enchaîner sur le 11 idéal contre le Real Betis à l'extérieur. Alors, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors, vu que ce sera une longue vidéo, on ne va pas perdre du temps, on va commencer tout de suite par le premier enseignement à tirer de la rencontre contre l'Atlético Madrid. C'est le poste de défenseur central gauche. Et cet enseignement-là va me permettre de revenir sur la très belle performance de Gérard Martin à ce poste-là. Mais d'abord, il faut recontextualiser en rappelant que c'est un poste qui nous fait défaut depuis le début de saison et forcément depuis le départ de Íñigo Martínez. Et que ce soit Koubarsi, que ce soit Eric Garcia ou que ce soit Christensen, même le peu de temps qu'il a joué là, c'était difficile, ne serait-ce que concernant la relance, parce que forcément la relance était faite sur le pied faible vu que c'était Troitier qui jouait là-bas. Et là, depuis quelques temps et depuis que Gérard Martin a repris ce poste, on peut dire quand même que ça va mieux. On ne va pas dire que c'est parfait parce que voilà, ça reste encore perfectible, mais il y a vraiment du mieux par rapport à tout ce qui se faisait depuis le début de saison. Et franchement, je tiens à mettre en avant Gérard Martin ici parce que autant quand il est fébrile, il faut le dire, mais quand il est bon également, il faut le dire. Et ça, je pense que ce n'est que justice. Donc, Gérard Martin, franchement, il est très bon à ce poste-là. Déjà, balle au pied, il ne bégaye pas. Il aide énormément dans les sorties de balles, dans les petites combinaisons et tout. C'est pas un joueur que le ballon brûlante les pieds et tout. Et en plus de ça, il a une excellente qualité de passe qui est exploitée quand il est à ce poste-là pour trouver des attaquants devant dans la profondeur et tout. Et on l'a notamment vu sur le premier but de Daniel Olmo contre Alaves, je pense le but du 2-1 pour le Barça, où il fait une passe en profondeur comme ça pour trouver Rafinha qui décale Olmo ensuite. Donc purement sur le plan offensif, c'est déjà un plus, et défensivement aussi ça va, puisque de par sa taille et de par son gabarit, il gagne également pas mal de duels aériens. Par contre, tout n'est pas parfait parce qu'on a vu aussi, notamment lors du match contre l'Atlético, sur l'intervention qu'il fait sur Giuliano Simeone, le fils de El Cholo. Et cette intervention-là, ça aurait pu mériter rouge, qu'il n'y aurait pas eu de scandale. Et je pense que dans les grands matchs, malheureusement, cette charnière trop jeune, que ce soit Koubarsi et Gérard Martin, et même défensivement, ça va montrer beaucoup trop de limites en fait. Donc moi, je pense qu'à ce poste-là, le club va devoir recruter un joueur qui est confirmé, qui sera leader et qui guidera aussi un Koubarsi à côté, parce qu'on parle de sa méforme depuis le début de saison, mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, pour être au niveau auquel il était accompagné d'un taulier comme Íñigo Martínez en fait. Donc moi je pense que partiellement dans les matchs de Liga, dans les matchs moins relevés, ce poste-là peut être couvert par Gérard Martin de par ce qu'il a montré jusqu'actuellement. Mais quand le niveau va se lever, ça va devenir beaucoup plus difficile pour le Barça. On passe au deuxième enseignement à tirer du match contre l'Atlético, c'est Joan Garcia. Et on le disait, quand Chesney l'avait remplacé, son absence pèse énormément sur l'équipe, autant que celle d'autres tauliers. Pour moi, son absence pèse même sur l'équipe autant qu'un Rafinha par exemple. Parce que mine de rien, il apporte quand même une sérénité qui est dingue à toute l'équipe. Surtout quand on sait que le Barça est une équipe qui est fébrile défensivement. Mais ça, c'est normal, c'est le propre de tous les postes de l'homme dans le foot. Un gardien sera forcément moins mis en avant, moins plébiscité qu'un joueur offensif. Et pour moi, franchement, je vous le dis en toute honnêteté, c'est pas de l'enflammade. Il est tout aussi important que Pedri, que Rafinha, que Lamine Yamal dans le collectif du Barça. Et déjà, vous pouvez voir pour preuve, depuis qu'il est revenu, le nombre de buts encaissés par le Barça a considérablement diminué. Ce n'est peut-être pas le seul facteur parce que voilà, l'équipe était catastrophique à un moment donné aussi, mais c'est quand même assez révélateur. Et déjà, en termes d'arrêts réalisés, il a montré plusieurs fois qu'il pouvait te faire gagner des matchs même. Avec ça, en début de saison, je pense qu'il avait fait un match extraordinaire contre le Rayo Vallecano dans le stade pour qu'on arrache le match, nous si j'ai bonne mémoire. Et même la dernière fois contre Alaves, il te fait un arrêt qu'on aurait jugé impossible si c'était d'autres gardiens qui étaient là. Et derrière ça, tu marques. Donc tu passes potentiellement d'être mené à 2-1 à une rencontre où tu es mené à 2-1 et ça fait toute la différence.
Ensuite, moi je trouve qu'il est totalement adapté au style haut du Barça dans la mesure où il est très à l'aise dans les sorties, il sort très vite, il dégage le ballon et il empêche ce faisant des occasions 1 contre 1 en fait. Et ça, Chesney ne le faisait pas du tout. Et même dans les sorties aériennes, sur les corners, sur les centres et tout, il est vraiment imposant. Tu sens que les 5,50 m, c'est sa zone en fait. Personne ne la pénètre comme il veut. Et dans les sorties de balle en plus, tout ça c'est encore un bonus. Il est important parce qu'il est assez calme avec le ballon. Moi, je l'attendais comme un gardien sur sa ligne, même balle au pied. Il est très important. Il sait lire le jeu, il sait relancer proprement. Contre l'Atlético Madrid, par exemple, je pense qu'il initie une occasion comme ça où à un moment donné, il y avait un pressing de l'Atlético Madrid. Mais malgré ça, il est calme, il lit le jeu, il regarde Eric Garcia, il fait la passe, il casse tes lignes et après, derrière, tu peux lancer une occasion. Donc, franchement, pour moi, ce joueur-là est très important pour nous. C'est vrai qu'actuellement, ce n'est que ses débuts au Barça, mais pour moi, il a un avenir ultra prometteur. On passe au troisième enseignement à tirer de la rencontre contre l'Atlético Madrid. C'est tout simplement la colonne vertébrale. Et pour moi, après ce match-là, on connaît déjà la colonne vertébrale du Barça de cette saison. Pour moi, on a 5 tauliers actuellement et dans les grands matchs, sans eux, ça va être très difficile pour le Barça de maintenir ce niveau-là. Il s'agit de Joan Garcia, dont je viens de parler, de Pedri, de Lamine Yamal et de Rafinha. Et maintenant, en plus des 4, je rajoute aussi Eric Garcia qui pour moi est un vrai joueur polyvalent. Pas polyvalent dans la mesure où il dépanne à tous les postes et il est très moyen, non. C'est le joueur polyvalent par excellence qui peut te sortir des masterclass, que ce soit qui joue en DC, en latéral droit et dans le double pivot aussi. Et on l'a vu encore une fois contre l'Atlético Madrid, il a fait un match incroyable. Concernant Joan Garcia, bon, j'en ai déjà parlé dans le précédent enseignement. Et concernant Rafinha, je pense que le match contre l'Atlético Madrid symbolise ce qu'il représente pour le Barça. Parce que déjà, c'est lui qui déclenche systématiquement le pressing tout le temps. Et il n'hésite pas aussi à crier sur ses coéquipiers pour qu'ils le suivent. Parce que plein de fois, on a vu Rafinha initier un pressing qui n'est pas forcément suivi. Il fait la différence de passer ses appels de balle aussi pour bonifier des passeurs de l'équipe comme Pedri, comme Lamine Yamal et même Gérard Martin qui peut le renvoyer en profondeur. Et quand il n'était pas là, ça manquait en fait. Les centres que Lamine Yamal faisait des fois, ça allait en corner, ça allait en 6 mètres et tout. Là, avec un joueur comme Rafinha, tu peux exploiter cette palette-là aussi parce que c'est un joueur qui est très important dans les appels de balles. Et c'est aussi un joueur qui encourage systématiquement ses coéquipiers. On l'a vu sur une occasion, je pense que c'est Baldé qui fait un peu n'importe quoi, qui perd le ballon ou un truc comme ça. Et derrière, tous les joueurs avaient l'air dégoûtés, mais lui, il applaudissait déjà pour le remotiver en fait. Et ce qui est bien, c'est que Rafinha, je l'ai dit la dernière fois également déjà, il fait tellement d'efforts qu'à côté, tu es gêné de ne pas faire d'efforts. Même Marcus Rashford a fait un match sans ballon dans le pressing et dans le contre-pressing que je n'avais jamais vu faire quand il est rentré en jeu contre l'Atlético. Et ça, dites-vous que c'est à cause d'un joueur comme Rafinha. Parce que si Rafinha, qui est censé être titulaire devant toi, fait le sale boulot avec une intensité pareille, alors qu'il vient à peine de revenir de blessure, bah c'est normal que derrière Rashford suive en fait. Et voilà. Concernant Rafinha, je tenais vraiment à lui faire un big up. Et Pedri, bon, je n'ai même pas besoin de développer parce que le mec est revenu d'une blessure, il n'est même pas à 100%. Et pourtant, il bousille toute l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc, partant de ça, je n'ai même pas besoin d'argumenter pourquoi Pedri est un taulier de l'équipe. Le quatrième enseignement à retenir de ce match-là contre l'Atlético Madrid, bon, c'est le point négatif parce qu'il y en a aussi. Il ne faut pas seulement être dans l'euphorie, c'est la ligne du hors-jeu. Et pour moi, c'est le point noir de ce match parce qu'on a gagné, ok, ça peut lancer la saison, ok aussi, mais il faut savoir aussi constater tes lacunes et savoir sur quoi bosser pour avoir une meilleure équipe, pour avoir une meilleure saison derrière. Et pour suivre dans les grands matchs cette saison, je pense qu'on ne pourra pas systématiquement utiliser cette manière de jouer et de défendre là parce que le seul but que tu encaisses même contre l'Atlético Madrid, c'est un but qui vient encore une fois d'un mauvais alignement, c'est un but qui est quasiment offert à leur équipe. Et concernant le hors-jeu, je pense aussi que les statistiques du nombre de hors-jeux générés par le Barça faussent souvent la perception qu'on a de cette stratégie-là parce qu'il y a beaucoup d'occasions qui ne vont pas au bout.
qui sont déjà signalés hors jeu et qui sont comptés, alors que des fois, si c'est que ça allait au bout, si la VAR revient dessus, peut-être qu'il n'y a pas hors jeu en fait. Donc il y a plein de trucs comme ça. Et de toute façon, on l'a vu cette saison lors de la deuxième mi-temps contre le Celta Vigo et même lors du match contre Bilbao pour le retour au Camp Nou, on est beaucoup mieux quand on joue un peu moins de manière suicidaire en fait. Donc déjà que globalement la défense c'est compliqué, je trouve qu'on pourrait moins jouer ce piège du hors-jeu là systématiquement, essayer quand même des fois d'aller dans le sens de la course de l'adversaire pour protéger sa surface, pour se rassurer et tout, que tout le temps d'aller à contre-courant et de provoquer un hors-jeu, et dès qu'il y a un mauvais alignement, bah c'est fini en fait. Un peu comme l'Atlético, c'est Koubassi qui couvre le hors-jeu. Et c'est même à cause de cette ligne haute que jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore sûr que le Barça peut gagner la Ligue des Champions. Oui, en Liga, ça peut passer si tu es régulier, si tu es meilleur que le Real et tout. Mais en Ligue des Champions, le vainqueur doit avoir autant une meilleure attaque qu'une meilleure défense, comme Paris l'a fait l'année dernière en trouvant l'équilibre entre les deux aspects. Donc voilà les 4 enseignements que je retiens du match contre l'Atlético Madrid. Il y a du très bon, mais il y a également du négatif qu'on doit évoquer. Maintenant, parlons du 11 idéal contre le Real Betis à l'extérieur. Ce sera au Benito Villamarín. Fermin ne sera pas là pour ce match-là. Dani Olmo est absent un mois après s'être blessé sur le but qui marque contre Atlético. Et j'espère que De Jong sera enfin là parce que lui, ça fait 2 matchs qu'il ne joue pas. Donc j'espère qu'il sera là. Et donc en prenant tout ça en compte, je partirai avec le 11 suivant. Joan Garcia dans les buts, Koundé latéral droit, Christensen et Gérard Martin en défense centrale, Baldé à gauche, au milieu de terrain, De Jong, Pedri, Rafinha en 10 vu qu'il n'y a pas Dani Olmo, vu qu'il n'y a pas Fermin Lopez aussi, et en attaque Lamine Yamal, Lewandowski et Rashford. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous lirai. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.